Les gens ne connaissent pas. Quand tu veux être ponctuel, quand tu veux être sérieux dans ton travail, on dit tu veux faire la blanche. C'est pas ça. Mais la blanche, là, au moins, elle réussit. Les blancs, ils sont à un niveau où nous, on n'est pas. Malgré qu'on ait toutes les matières premières, toutes les ressources, c'est nous qui avons le coton, mais c'est eux qui le transforment pour nous les vendre. Donc, au départ, je voulais vraiment, au début même, j'avais même mis Made in Africa sur mes choses au début parce que je faisais tout là-bas. Mais si tu veux que ton entreprise grandisse, si tu veux arriver à un certain niveau, tu es obligé d'aller ailleurs. En fait, c'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas la formation. Moi, je parle au niveau de la mode, de la couture. Ils ne savent pas faire des patrons. Ils n'ont pas les standards internationaux. Ils travaillent lentement. Ils ont toujours des problèmes. Il y a funérailles ici, il y a ci, là. Il y a toujours quelque chose, en fait. Et si tu veux respecter tes délais, c'est pas possible. Au début, je n'avais pas autant de magasins. J'avais qu'un magasin, donc je me débrouillais avec eux. Mais après, si tu veux t'étendre, tu ne vas pas passer 3 mois à faire une production de 20 robes. Tu es obligé d'aller ailleurs. Donc au début, j'ai commencé à aller à Lomé. Je suis allée, il y a des choses, par exemple, toutes les collections hommes se font en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont très forts là-bas pour les hommes. Il y a tous mes emballages. Certains modèles de sacs sont faits en Chine. Il y a d'autres choses qui sont faites en Italie. Il y a des choses qui sont faites en Turquie. Tu peux pas... Je défie quiconque. Tous ceux qui aiment dire, ouais, je fais 100% Made in Africa, c'est des menteurs. Moi, je vous dis ça, c'est des menteurs. Qui sont à cette échelle, c'est pas possible, c'est impossible. À moins que peut-être qu'ils sont en Éthiopie, des endroits où je n'ai pas encore été. Mais c'est compliqué. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, c'est pas possible. Si tu veux faire l'échelle que tu fais... Moi, par exemple, si vous voyez cette robe, je la fais minimum pour la première production en 1000 pièces. Si tu veux faire 1000 pièces au Bénin, peut-être que l'année prochaine va te trouver, tu n'auras pas terminé. C'est ça, en fait. Donc, après, tu peux plus dire, non, je vais faire que les tics, tout ça, là. iPhone, là, c'est pas aux États-Unis que ça se fabrique, hein, c'est en Chine. Vuitton, là, même, là, ils disent... France, là, mais 90% est fait là-bas, et puis ici, ils viennent mettre le logo, ils mettent Made in France. Hein. Donc, tu ne peux pas arriver à un certain niveau en disant que tu vas rester en Afrique, faire tout produire en Afrique, c'est pas possible. Ouais. Alors, pour pallier à ça, est-ce que toi, tu as pour projet, peut-être au Bénin ou en Côte d'Ivoire, qui sont tes deux pays, on va dire, d'origine, est-ce que tu as pour projet de peut-être créer des plateformes pour des jeunes, pour former les jeunes dans ces métiers-là? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est possible à faire aujourd'hui en Afrique et qui peut faire changer les choses dans cette industrie? Je pense que c'est quelque chose qui est possible en Afrique, mais ce n'est pas moi, un individu, qui peut le faire. C'est une formation qui doit être faite à la base, c'est-à-dire que depuis l'école. Et c'est pas moi, je me vois pas, je suis qu'un être humain. Je peux pas, si les grands qui étaient là depuis avant moi, les patéos qui font des choses pour dire tout ça, n'ont pas pu faire, c'est pas moi, toute seule, qui n'ai pas fait d'école de couture ou de quoi que ce soit, qui va pouvoir former des gens. C'est pas seulement la formation, le problème est plus profond. Même si les gens sont formés, il faut qu'ils sachent utiliser certaines machines qu'il n'y a pas là-bas, qu'il faut importer. Il faut que des gens les forment pour les utiliser. Si ils sont même formés pour ça, il faut qu'il y ait l'électricité. Je suis désolée, mais on n'a pas d'électricité. C'est pas comme en Europe. Je ne sais pas si vous allez souvent en Afrique, mais c'est pas comme en Europe. On a des coupures, mais vous n'êtes pas prêts en fait. Tu peux passer toute la journée avec une coupure, tu as un délai à respecter, tu as les machines, tu as la main d'œuvre qualifiée, mais il n'y a pas d'électricité. Tu fais comment? Groupe électrogène, ça coûte super cher. Si ça doit retomber sur tes coûts de production, tu vas augmenter les... En fait, c'est un problème plus profond. Tu ne peux pas juste dire non, la formation, si tu veux arriver à un certain niveau, être comme on dit le Zara africain ou Asos ou quoi que ce soit, tu ne peux pas dire non, je vais former. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Et si ça doit être fait par les États et ça doit être des formations profondes et qu'on ait le minimum, l'eau, l'électricité, que j'ai des couturiers, des fois qui sont absents 2-3 jours parce que leur enfant est malade, ils doivent les surveiller à l'hôpital parce qu'à l'hôpital, il n'y a pas d'infirmier par exemple. Donc, tu dois changer ton enfant, laver ton enfant, et tu ne peux pas dire à un employé ne va pas soigner ton enfant. Donc, c'est des problèmes plus profonds. Et tu ne peux pas aussi te mettre dans l'émotionnel en disant non, je vais l'attendre. Toi, tu as des délais avec tes clients, ils s'en foutent que ton employé ait des funérailles, que son enfant soit malade, que toi tu sois malade, que tu aies un gourmet. Ce n'est pas leur problème en fait. Tu dois respecter tes délais. Et pour respecter tes délais, tu es obligé d'aller industrialiser. Et l'industrie, on ne l'a pas. C'est tout. Ouais. Alors, en parlant d'industrialisation, tu es sur la bonne voie, je pense, et aujourd'hui, on porte des tenues. Donc moi, je porte une tenue Nanawax, et Maureen aussi, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des Nanawax dans la salle? Est-ce qu'il y a des filles qui sont Nanawax dans la salle? Ah ouais, quand même. Il y a des vrais cadeaux pour vous tout à l'heure. Yes. Alors, je sais que donc aujourd'hui, dans cette optique-là, tu travailles toi-même maintenant tes pailles. Donc comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comment tu fais pour
développer tes designs. Est-ce que tu les designs du début jusqu'à la fin, ou est-ce que tu travailles avec des graphistes ou avec des entreprises qui le font pour toi? Comment est-ce que tu fais pour définir ton identité? Alors, j'ai des graphistes. Pour l'instant, je n'ai pas fabriqué un modèle à moi de A à Z, mais je vais le modifier. Par exemple, moi, j'aime, je ne sais pas pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du pagne, je n'aime pas les nouveaux pagnes qu'ils font parce que moi, j'aime les anciens motifs, les motifs d'époque, fleurs de mariage, donc de Madame Thérèse et tout ça, parce que ça me rappelle ma grand-mère et pour moi, c'est ça le vrai pagne. Aujourd'hui, ils font des motifs que, par exemple, je n'aime pas trop. Donc, j'essaie de les modifier et j'adore la symétrie. Et en fait, quand tu achètes le pagne normalement, pour créer une symétrie, tu peux utiliser 12 mètres pour faire une robe. Alors qu'aujourd'hui, si tu vois avec des graphistes, il peut te poser les motifs de telle manière qu'avec 1 mètre, tu puisses terminer ta robe. Comme cette robe, si je voulais la faire avec le vrai pagne, où il y a les fleurs tout en entier et que je veux les avoir qu'en bas, je peux utiliser 6 mètres. Alors qu'avec ça, juste avec 1 mètre, tu le fais. Donc, il faut juste trouver des stratagèmes pour économiser en faisant mannequin. Et donc voilà, mais je compte vraiment prendre peut-être des designers ou fabriquer mes propres motifs pour avoir mes exclus, quoi. Ouais. Alors, de Nana Wax, tu es devenue une véritable femme d'affaires. Donc, tu as commencé donc, dans la mode, tu es toujours en train de t'expandre. Je suis désolée, des fois je cherche mes mots en français parce que je suis un peu bilingue. So, you know, do you guys speak English? Yeah. You understand English? Yeah. All right, man, I'm so much more comfortable. Oh my God. All right, so can I ask you a question in English, girl? No. Alors, aujourd'hui, tu as également investi dans l'immobilier. Comment est-ce que tu pars de la mode pour rentrer dans l'immobilier? Parce que pour vous dire, bon, elle va nous dire combien d'appartements elle a aujourd'hui et ce qu'elle en fait, mais comment est-ce que tu passes de la mode à l'immobilier, et puis quels sont les autres investissements dont on ne sait, que tu veux partager avec nous, je ne sais pas, on ne sait jamais, dans lesquels, les autres industries dans lesquelles tu investis? Alors, je ne suis pas passée de la mode à l'immobilier. J'ai toujours aimé ça, mais j'avais juste pas d'argent pour acheter. C'est tout. C'est juste qu'aujourd'hui, je me dis que par année, il faut que j'achète au moins 2-3 nouveaux biens. Et je suis quelqu'un, je ne vais pas acheter du tout neuf parce que c'est cher. Je vais chercher un truc pourri que personne ne veut. Je vais acheter, mais je vais le rénover. Ça sera plus beau qu'un appartement tout neuf. Et j'ai toujours aimé faire la déco. Il y a 3 choses que j'aime. C'est le pagne, c'est la déco et la cuisine. Donc, je dis, même si pagne ne marche pas là, je ne vais pas chômer. Il y aura toujours des trucs que je peux faire. Donc, j'ai décidé d'investir parce que, Dieu merci, ça fonctionne bien et que je me fais assez de sous et que je suis pas... Enfin, il y en a qui aiment ça, mais moi, je ne suis pas la fille à aller acheter 10 000 voitures, des sacs Chanel, des ci, ça. Je me dis, je préfère investir ça dans des choses qui vont m'apporter plus, en fait, sur la durée qu'un sac ou bien... Voilà. Donc, j'investis dans l'immobilier, j'achète des biens que je rénove, que je garde, que je fais en Airbnb ou que j'achète, que je revends. J'ai eu plus de 15 appartements dans différents pays. Il y en a que je garde pour faire des Airbnb, il y en a que j'achète, que je rénove et que je revends tout de suite à 2-3 fois le prix parce que justement, je l'ai rénové et qu'il est magnifique maintenant. Donc, je fais uniquement des projets que j'aime. Et quand les gens me demandent, oui, est-ce que tu pourrais décorer, on veut t'embaucher, je refuse parce que je fais vraiment des choses au feeling. Quand je prends un appartement, je ne vais pas voir un architecte, je ne fais pas des plans, je fais vraiment au feeling. Et pièce par pièce, je décide d'aménager. Et donc, tu ne peux pas avoir un client et lui dire, non, je ne sais pas ce que je vais faire, mais attends seulement, tu vas voir. Ça. Et il faut préparer le budget. Et en Afrique, tu ne peux pas préparer un budget. Tu as un budget de 5 000 €, tu te retrouves à 20 000 € parce qu'ils te cassent les carreaux, parce que le câblage a été mal fait, qu'il faut tout reprendre. Tu ne peux pas respecter les délais. Donc, pour l'instant, je ne fais que pour moi. Et quand c'est tout fait, je peux revendre. Et j'aime bien l'immobilier. Je devais faire une salle de fête. Il y en a qui ont peut-être vu dans ma story. Je n'ai pas pu la faire. Et en tout cas, j'aime la pierre, j'aime construire, j'aime les terrains. Et donc, j'aime bien investir dedans. Voilà. Ok. Et alors, donc, tu aimes investir dans la pierre. Tu aimes la décoration d'intérieur et la cuisine. Est-ce qu'on peut s'attendre à un cooking show, Maureen Cooking Show, mais à la télé internationale? Et sinon, est-ce que tu as prévu peut-être, à travers tout ce que tu fais, pour pouvoir fédérer des femmes peut-être autour de la cuisine, créer des activités avec ces femmes-là?
que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, même quand tu viens des fois à Paris? Alors pour Cooking Show à la télé, on m'en a déjà proposé l'année dernière, mais j'ai refusé parce que les conditions ne me plaisaient pas vraiment et que le fait d'être personnage public ne me plaît pas. Donc je me dis, si je veux encore passer à la télé, ça va être encore à un autre niveau et moi je veux le faire pour le plaisir. Je préfère faire mes petits trucs sur Instagram, sur Snapchat, que de me mettre à passer à la télé et après tu peux pas venir dire je passe à la télé, après te plaindre qu'on t'arrête dans la rue et d'être célèbre et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai pas accepté. Et par exemple, la salle de fête que je dis que je faisais à Cotonou, il y avait une grande cuisine, il y avait deux grandes cuisines. Il y a une cuisine industrielle pour les chefs qui préparent pour les mariages et il y avait une cuisine pour faire des cours de cuisine. Donc ça aurait été pas seulement des femmes, mais je voulais faire venir plein de chefs africains tous les mois, faire des cours de cuisine pour adultes. Il y avait la cuisine pour enfants, cours de cuisine pour enfants, c'est juste que ça n'a pas pu se faire. Mais peut-être qu'un jour ça se fera, peut-être que je ne le ferai pas au Bénin, mais je le ferai. Mais j'aime bien la cuisine et j'aime bien partager l'expérience culinaire avec les gens. Mais dans tous les cas, Dieu m'a donné beaucoup de cordes à mon arc. Donc je le ferai peut-être un jour quand j'aurai plus de temps ou plus d'opportunités sur ça, mais voilà. Pour l'instant, pas encore. Okay. So, last question. What's next for Morinité? Ce que je veux maintenant, c'est ouvrir plus de magasins. Parce qu'il y a 3 ans, je ne pensais pas que j'aurais même 3 magasins. Et aujourd'hui, j'en ai 7. Donc, je veux étendre ma marque, pouvoir vraiment bien vendre en ligne comme un site comme Asos, vraiment qui ait du stock, même qui ait prendre d'autres marques. Et quand je dis marque, c'est pas juste tu fais Afro, je te prends. Que ton produit soit excellent, que ton professionnalisme réponde aux critères que moi je me fixe à moi-même et promouvoir d'autres gens. Et c'est ce que j'ai commencé par exemple dans ma nouvelle boutique d'Abidjan où j'ai plein de créateurs des fois qui m'écrivent, ils me demandent des conseils et tout et je leur donne. Et j'ai dit ok, dans tous les mois, je vais prendre des nouveaux créateurs qui fassent wax ou pas wax et les promouvoir parce qu'il y a des gens qui font du mobilier, il y en a qui font des t-shirts, qui font du wax que je prends dans la boutique toute l'année, mais je change tous les mois ou tous les 2 mois et je vends leurs produits juste pour les aider parce que moi j'ai beaucoup de clientèle et ils ne payent rien en fait, il n'y a pas de pourcentage, il n'y a pas de loyer et je fais ça pour les aider, pour promouvoir leur marque. Il y a une marque par exemple qui est venue chez moi il y a 1 mois et qui a été achetée par la femme d'un acteur américain célèbre et elle va le porter sur Instagram. Donc pourtant j'ai pris 0 francs à la personne et donc moi j'essaie juste d'aider ceux qui font du bon travail. Parce qu'il y a par exemple des connaissances que j'ai, des gens de ma famille qui me demandent oui, ah tu es ma soeur, aide-moi. Je dis non, c'est pas une question de frère et soeur en fait. Tu fais un bon produit, je peux te vendre. Mais tu fais pas un bon produit, c'est pas l'amitié ou nos liens qui vont faire que je vais te vendre. Donc il faut vraiment savoir séparer le personnel du professionnel. Parce que c'est un truc qui peut vous gâcher la vie et tuer votre entreprise parce que je veux donner du travail à mon frère, à ma soeur, je veux aider si, mais au final ce qu'ils font, c'est pas le bon travail en fait. Ok, thank you very much. Alors, on va passer à cette petite question où tu vas devoir choisir ta réponse. Tu choisis l'une ou l'autre, mais tu ne peux pas réfléchir trop longtemps. Ok? Alors, si tu dois choisir entre le noir ou le blanc. Le blanc. Pourquoi? Parce que je trouve que ça me va bien au teint. Ok. Alors, le wax ou le Vichy? Le wax. Pourquoi? Parce que c'est le wax. Je ne peux pas dire le Vichy, je vends du wax. Si je dis Vichy, maintenant c'est bon. Cotonou ou Abidjan? Abidjan. Mais tu es de quelle origine? Abidjan. Bon, les Béninois ne faut pas être touchés, hein? Ça va, c'est rien. À Loco ou à Tchéké? À Logo. Whisky de Davido? Whisky. Ok, pourquoi? Je suis trop fan de lui, je sais pas. Dernière question, plus vite ou plus loin? Plus loin. Et pourquoi? Tu vas vite, tu te casses la gueule, plus loin, c'est pas la course en fait. Chacun va à son rythme, mais il faut arriver loin. Tu vas vite et tu te perds en fait. Ladies and gentlemen, c'était Morinité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maureen. Alors, maintenant, on va passer à un temps de questions-réponses. Et Christina, s'il te plaît. Est-ce que tu peux récupérer le micro? Il y a un micro juste là. Donc, on a 1 heure de questions-réponses. Donc, vraiment, lâchez-vous. J'espère que vous êtes venus préparer.
Yes, on a déjà une première question. Déjà, il y a les go-getters ici, là. Si vous n'êtes pas prêts. Ok, alors on va donner le micro. Peut-être avant, tu veux boire quelque chose? Tu veux te servir un petit verre? Hein, on ne sait jamais, c'est les questions qui arrivent là. Excusez-moi. Quelqu'un a déjà le micro? Yes. Ok. Alors bonsoir. Vous pouvez vous lever, vous présenter et dire ce que vous faites, surtout. Parce qu'on est là, on est entre sisters, hein, on doit se motiver. Et puis filmer puis taguer. Non, blague à part, vraiment donner son Instagram et puis taguons-nous entre nous. C'est comme ça que les followers grandissent, c'est comme ça que les autres, nos communautés apprennent des unes et des autres et découvrent d'autres personnes. C'est vraiment important. En tout cas, moi, je vais toutes vous taguer. Donnez-moi toutes vos Insta. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Sophie, bonsoir Maureen. Je m'appelle Marie-Christine Molu, je viens de Douala au Cameroun. Je suis, mon Instagram c'est Marie-Christine Molu. Donc je suis cofondatrice d'une plateforme qui s'appelle Ladies After Work, qui a à peu près les mêmes objectifs. C'est pour ça que je tenais à te féliciter Sophie, parce que c'est très très bien. Merci beaucoup. Une initiative à encourager. Je suis également la fondatrice de Candinagerie. Candinagerie, c'est une chaîne de boutiques de distribution de sous-vêtements. Et nous sommes basés, j'ai ouvert des boutiques au Cameroun, Douala, Yaoundé, j'en ai ouvert aussi au Nigeria. Et bon, j'étais très intéressée d'écouter votre parcours. Je vous suis sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps. Et j'étais très très intéressée. Quand j'ai vu que c'était vous l'inviter, je me suis dit, bon, voici c'est l'occasion, j'ai envie de lui poser une question. Parce que se développer en Afrique, c'est un gros problème. Pendant que vous parliez tout à l'heure, je me voyais. Tous les problèmes que vous avez cités, c'est vrai que je ne suis pas créatrice, je suis plus dans la distribution. Mais c'est pareil, le problème du personnel, le problème de la confiance, le problème du sérieux que les gens mettent quand ils travaillent, c'est décourageant. Alors je vous félicite parce que vous avez réussi à développer cette boutique en Afrique. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le business. Je suis arrivée à faire 3, j'ai même fermé la 3e. Donc, il me reste 2, parce que je n'arrive pas. Alors, vous faites comment? Franchement, vous êtes un extraterrestre. Vous faites comment? Sérieusement, vous faites comment? Et le deuxième volet de la question, c'est est-ce que vous êtes développé en franchise ou en propre? Donc, voilà. Merci. Alors, j'ai pas de franchise, non. Toutes les boutiques m'appartiennent à moi-même. Et comment j'ai réussi à faire? Quand je dis tout le temps, en fait, souvent je dis le mot professionnel, mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire en fait. Quand tu es pro, il n'y a pas de sentiment en fait. Tu ne dois pas avoir de sentiment en disant non, ah, elle a mal fait, mais bon, comme c'est la cousine, la soeur de je ne sais pas qui, je ne peux pas la virer, elle a des enfants. Si tu veux garder ton travail, tu travailles. Que tu aies 50 enfants à la maison, donne-toi pour pouvoir leur amener. Comme il faut au travail pour pouvoir leur amener à manger. Si tu fais mal, je te vire. Il faut montrer aux employés que sans eux, tu vis. Tu peux fermer, ne pas gagner d'argent, que d'avoir des employés qui traitent mal les clients, qui te volent ou qui font le mauvais boulot en fait. Et c'est ça, moi, mon point. Tu peux venir dans une de mes boutiques sur 1 an et tu vois 20 vendeuses différentes. C'est pas parce que j'ai envie d'en changer. C'est parce qu'elles ne font pas le boulot. Et si je dois former 20 fois 20 personnes, je vais former 20 fois 20 personnes pour avoir le service que je veux. Et c'est ce qui permet d'avoir... Et c'est parce que c'est des gens qui travaillent mal que j'ai cette boutique. Si j'avais des gens corrects, qui avaient la formation, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être 50 boutiques. Et il y a des pays où j'arrive pas à ouvrir. C'est pas... En fait, le plus facile à faire pour ouvrir une boutique, en tout cas, je parle de mon cas, c'est de trouver le local, amener la marchandise, décorer le magasin. Ça, je le fais en 1 mois. C'est-à-dire que je peux ouvrir en 1 année 25 boutiques. C'est le personnel le problème, en fait. Et si tu n'as pas le personnel qu'il faut qualifier, qui traite correctement les clients, qui s'occupe bien, c'est compliqué en fait. Puis tu vas gérer les vols et tout ça, c'est ça qui est le plus compliqué. Et c'est pour ça que j'ai cette boutique, sinon j'en aurais plus. Il faut juste savoir être dur. Ils vont te trouver méchant, mais quand tu veux du professionnalisme, tu es obligé d'être méchant comme on dit. Et surtout quand tu es quelqu'un de mon âge, quand tu arrives en Afrique, et que tous tes employés, il n'y en a pas un seul qui est moins âgé que toi, ils se disent quoi, toi tu veux m'apprendre quoi? Même surtout les couturiers, les ouvriers, ils te disent toi tu sais depuis quand je couds? Même mon dernier enfant est plus âgé que toi. Mais en fait, c'est pas ça le point en fait.
Tu es venu travailler pour un salaire, tu n'es pas venu faire mon éducation. Donc si tu veux, va éduquer tes enfants, mais c'est ici que tu es venu travailler pour nourrir ta famille, tu fais ce que tu as à faire. Si tu as des bonus à avoir, tu as. S'il y a des aides que je peux t'apporter, je t'apporte. Mais tu ne vas pas venir me dire je suis plus âgé que toi. Ce n'est pas l'âge qui fait la compétence ni le professionnalisme. Ce n'est pas le fait que je sois femme. J'ai eu des employés hommes qui disaient ah moi je ne peux pas me faire diriger par une femme, mais va chercher ton travail ailleurs en fait. Donc il faut être très dur, surtout en Afrique. Si tu n'es pas dur et que tu leur montres pas qu'ils ne sont pas indispensables à ta réussite, ils vont te marcher sur les pieds et ils vont t'écraser et à la limite, tu travailles pour... Tu as même peur de tes employés. Moi, je connais des entrepreneurs qui disent ah non, attends, je vais lui parler doucement parce qu'il ne faut pas que... Non, c'est pas ça en fait. Il y a plein de gens qui cherchent du boulot. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont incorrects, mais il y en a plein qui cherchent du travail, qui veulent vraiment travailler. C'est juste qu'il y en a moins que peut-être en Europe, ou bien c'est plus compliqué de les avoir. Sinon, quand on me parle, on dit peut-être si tu les payes plus. Je dis, crois-moi, le dernier de mes employés même gagne peut-être plus que la plupart des gens qui sont ici. Donc, c'est pas une question d'argent, c'est une question de mentalité et d'éducation. Si à la base, ils n'ont pas appris à être pro, à venir à l'heure. Moi, tu viens en retard une fois, ok. 2 fois, 3e fois, tu as ta lettre de licenciement, tu t'en vas en fait. À moins que tu aies une très bonne raison. J'ai fait un accident. Oui, tu as une raison valable. Mais dire, il pleuvait. Donc, s'il pleut, tes pieds sont coupés, tu ne peux plus travailler. Moi, quand j'ai des délais à respecter, qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais y aller. Si je dois prendre Zemidjan pour livrer parce qu'il y a un embouteillage et que je vais être à l'heure, je vais prendre Zemidjan pour y aller. Zemidjan, ce sont des motos. C'est les taxis-motos, en fait. Donc, c'est une question de mentalité et de savoir ce qu'on veut dans la vie et d'être professionnel. Donc, voilà. Et je voudrais rajouter, en fait, par rapport à ça, parce que Maureen m'expliquait une histoire hier, justement, d'un de ses employés qu'elle a dû virer à cause d'incompétence ou de vol, des choses comme ça. Mais en fait, au final, ce qui se passe, c'est qu'ils reviennent. Il a supplié après plusieurs années et elle l'a repris. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se rendent compte au final des conditions de travail. Ils se rendent compte qu'ailleurs, ils n'auront pas le même salaire, qu'ils n'auront pas la même expérience et même la possibilité de grandir autant. Et donc voilà, je pense qu'en Afrique, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas avoir de, entre guillemets, pitié d'état d'âme. Voilà, c'est business is business, comme disent les Américains. You bring me money, we cool. You make me lose money, you gotta go. You know? Donc, est-ce qu'il y a une deuxième question? Alors, on a une deuxième question là-bas. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Lisette, je viens de Bruxelles, je suis fondatrice d'une... Est-ce que Lisette, tu peux mettre le micro un peu plus près? Ah, voilà, comme ça? Ok. Je viens de Bruxelles, je suis fondatrice... Bruxelles. Ils sont 2. Il y en a 3. On est 2, mais on est bruyantes. On est 3, mais on est bruyantes. Je suis fondatrice d'une marketplace qui s'appelle Pagne Unique. Je me suis lancée il n'y a pas très longtemps en tant qu'entrepreneur et je travaille avec des créateurs qui utilisent partiellement ou complètement le pagne dans leur création, d'où le nom Pagne Unique. J'adore ce que je fais. C'est pas toujours évident, mais donc du coup j'ai 2 questions. D'une, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des moments de découragement et comment est-ce que vous les avez surmontés? Et de 2, quels conseils auriez-vous aimé avoir quand vous vous êtes lancé vraiment au tout début? Si j'ai eu des moments de découragement, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé il y a peut-être 2-3 ans. Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé. Oui, si, c'était mon premier bad buzz. Là, j'étais vraiment découragée. Je me suis dit, non, c'est bon, c'est pas à cause de wax, on va m'insulter du matin au soir pour des trucs que tu n'as pas fait. Et en fait, tu as mal parce que les gens sont injustes, en fait. Genre, quelqu'un peut se lever, toi, c'est comme tout de suite, on finit l'événement, rien ne se passe, quelqu'un se lève, va être sur Internet. Ouais, je suis venue à l'événement de Nana Wax, elle m'a insulté, elle m'a ci, elle m'a ça. Ils ne vont pas chercher à savoir c'est vrai, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Ils vont t'insulter, insulter ta famille, amplifier, taguer le monde entier pour t'anéantir en fait. Et tu te dis, mais attends, juste à cause d'un commerce en fait, les gens te font ça. Et souvent quand tu vas chercher, c'est des gens soit qui font la même chose que toi, ou dont la famille, quelqu'un fait, en tout cas, la plupart du temps, c'est par jalousie ou pour faire mal, en fait. Et en fait, il faut savoir se distancer des choses. Moi, aujourd'hui, mon ennemi peut, quand il rentre dans mon magasin, c'est pas mon ennemi, hein, c'est un client. Tant que tu achètes là, je vais te faire ce que je dois te faire. Je vais te servir comme je dois te servir. Demain, si on se voit au dehors, on se dépasse.
Mais au moment du service, tu es mon client. Il faut savoir faire la part des choses en fait. C'est ça, être aussi professionnel. Il faut savoir faire la part des choses. Mais aujourd'hui, vraiment, il n'y a rien qui peut me décourager à part ma mort. Sinon, il n'y a personne qui peut venir me faire ou me dire quoi que ce soit. Bon, si je veux arrêter, c'est que j'ai envie d'arrêter. Mais je ne vais pas être découragée pour autant. La deuxième question, c'était quoi? Le conseil, c'était de peut-être pas montrer mon visage, mais peut-être que si j'avais pas montré mon visage, je serais pas là aujourd'hui et Nana Wax n'aurait pas cette ampleur. Parce qu'il y en a qui achètent à cause de ma personnalité, à cause de mon histoire. Donc peut-être que si c'était une marque anonyme, ça n'aurait pas marché. Mais honnêtement, j'aurais moins montré, enfin moi-même, les gens m'auraient suivi à IT Maureen sans forcément savoir que c'est la créatrice de cette marque qui s'appelle Nana Wax. C'est tout, sinon j'aurais rien changé. Mais je dis ça, mais il y a beaucoup d'avantages. Hein. Voilà, aujourd'hui j'ai eu un gâteau gratuit, mon sucré, j'ai plein de trucs. Des fois on me upgrade dans l'avion. Enfin, il y a plein de bénéfices. C'est juste le côté invasif des gens qui est dérangeant. Sinon, à part ça, c'est intéressant quand même. Thank you so much. On a une troisième question. Après, il faut qu'on donne à un monsieur. Il y a un monsieur qui est courageux là. Hein? Donc juste après la troisième question. Bonsoir Maureen, bonsoir Sophie, bonsoir. Je suis Tsakem, alias Dolvalu sur Facebook et sur Instagram. Donc, je suis propriétaire d'un Afroshop en Ile-de-France dans le 92. Je voudrais déjà te féliciter. Excuse-moi, Afroshop, qu'est-ce que c'est? Je vends de la nourriture africaine. On va s'entendre. Et voilà, je suis entrepreneur au Cameroun, je suis essayiste dans l'immobilier. Alors, si je peux dire ça comme ça. Maureen, je voudrais juste te poser la question, comment est-ce que tu parviens à gérer la relation clientèle? Parce que voilà, on est tous africains, on connaît nos comportements. Donc je voudrais savoir comment est-ce que tu fais de tes clients mécontents. Voilà, ok. Tout simplement. Merci. Alors, comme je dis, si vous arrivez à travailler avec des Africains, vous pouvez travailler avec tout le monde. Parce que, excusez-moi, les clients africains, c'est les plus exigeants et c'est ceux qui veulent payer le moins. Quand ils vont aller dans la boutique Chanel ou Zara, ils ne vont jamais demander de réduction. Ils ne vont jamais demander ce qu'ils vont te demander à toi qui as ton shop africain ou à moi qui a ma marque. Mais ils vont exiger des choses que genre tu n'es même pas prêt en fait. Et comment je le fais? C'est-à-dire que je suis arrivée à un niveau où j'avais tellement de gens qui essayaient de boycotter pour aucune raison que ce que je fais maintenant, c'est que dans tous mes magasins, dans toutes les pièces, à part les cabines d'essayage, il y a au moins 4 caméras. C'est-à-dire qu'une fois, je vous donne une histoire où une dame s'est plainte, elle a écrit sur une page en Côte d'Ivoire, oui, je suis venue à la boutique Nana Wax, quand j'ai payé, la vendeuse a pris l'argent et quand elle me rendait la monnaie, elle a jeté ça par terre. Enfin, j'ai trouvé ça bizarre, je dis, mais pourquoi une de mes vendeuses, tu vas te rendre la monnaie jetée par terre? Et les gens ont commencé à insulter. Elle dit oui, qu'elle a pris une robe. Elle a essayé la robe n'allait pas ou je sais pas quoi. Et en tout cas, elle a écrit un truc et les gens ont commencé à parler. Donc je vais sur le profil de la dame. Elle faisait au moins taille 54 ou 58 en fait. J'ai aucun habit dans lequel tu peux rentrer. Donc tu n'as même pas pu essayer une tenue en fait. Et donc quand la dame a écrit, je lui ai demandé quand est-ce que vous êtes venu. À l'époque, j'avais même pas de caméra. Hein. Je lui ai demandé quel jour vous êtes venu et tout ça et tout ça. Et je dis, vous auriez pu écrire à la page ou à moi, même si on ne vous a pas répondu, vous allez mettre un statut. Elle me dit, je suis venue tel jour, tel jour. Je dis, ok, est-ce que vous pourriez passer au magasin parce qu'on a des caméras, on va regarder ce qui s'est passé dans la vidéosurveillance. Et si on doit vous présenter des excuses ou vous faire des cadeaux, on va le faire. Non, madame, c'est pas la peine. Si ça. Et elle a supprimé le post. Sauf qu'avant qu'elle supprime, il s'est passé peut-être 4 heures. Il y a au moins 300 personnes qui t'ont insulté et aujourd'hui qui ont toujours ça dans la tête. Et je me dis, mais pourquoi en fait les gens font ça? Il y a des gens qui t'aiment pas ou qui veulent juste... je sais pas en fait pourquoi ils font ça. Et je me dis, aujourd'hui, il faut que je mette des caméras partout et dans tous mes magasins, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, j'ai des caméras partout. Donc dès qu'il y a un problème, la personne donne la date, l'heure, on garde les enregistrements sur 6 mois, on regarde. Et il y a l'enregistrement audio, j'ai ça en direct sur toutes mes boutiques sur mon téléphone. Et je vous dis que depuis que j'ai les caméras, depuis 2 ans jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu de problème. C'est-à-dire que même les vendeuses se tiennent à carreau. Les clientes aussi, elles ont l'assurance que voilà, s'il y a un problème, elles donnent, c'est écrit même dans les magasins, si vous avez un souci, écrivez à telle adresse et tout ça. Et on regarde en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on n'a qu'à le dire, il y a beaucoup de clients qui sont très exigeants et qui sont aussi malhonnêtes parce qu'on ne t'a pas fait une réduction
ils sont vexés, ils vont aller écrire des trucs sur Internet qui sont peut-être pas arrivés ou ont été amplifiés, mais il y a aussi des cas qui sont avérés. Il y a une cliente qui m'a dit, elle a droit à la carte VIP parce qu'à partir d'un certain montant, tu as droit à une carte VIP. Donc elle a demandé à la vendeuse la carte, c'est passé avant-hier. Hein. La vendeuse lui a dit non, il faut acheter pour 300 000, alors que c'est écrit à la caisse que c'est 250 000. Donc quand elle m'écrit, moi je m'excuse déjà. Là, tu n'as même pas besoin de regarder sur la caméra, elle a le droit en fait. Donc j'écris à la vendeuse, je dis mais tu refais ça en fait, t'es renvoyé en fait, pourquoi tu fais ça? Non, c'était pour que la dame achète plus. Mais tu peux pas avoir ce genre de comportement. Elle a droit, donne-lui la carte et incite-la à acheter. Mais tu peux pas lui dire si vous ne payez pas 300 000, je vous donne pas de carte. Donc bon, en tout cas, essayez de vous protéger, surtout quand vous avez des boutiques et tout, de mettre des caméras. C'est un investissement, mais croyez-moi, ça vous évite beaucoup de problèmes. Parce que depuis que j'ai ça, j'ai beaucoup moins de problèmes. Thank you. Alors, on a une question du gentleman en chemise carrelée. Monsieur, s'il vous plaît, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Ismaël Picassa. Hello, Ismaël. Je travaille comme consultant informatique, mais ça n'a pas vraiment de relation. Mais vous êtes de quelle origine, Ismaël? Je suis camerounais. J'avais une question. C'est pas fait exprès, hein, vraiment. Vraiment, parce que je ne connais. C'est par rapport à la phase de démarrage. Donc je voulais savoir, après combien de temps est-ce que vous avez senti que votre business était réellement lancé, que vous avanciez sur votre ligne de... Le jour où j'ai fait la vente privée, il y a eu 200 personnes avec seulement 10 produits. Là. Oui, j'ai vu qu'il y avait vraiment un potentiel à ce moment-là. Et ça a décollé tout de suite, en fait. Je n'ai pas posé de question, je n'ai pas dit que non, il faut que j'arrête, il faut que je me prenne le temps pour réfléchir. Non, moi, ça marche, l'argent, tu peux réfléchir à quoi? Non, pas du tout. Je me suis lancée directement. D'accord, merci. Alors, il faut regarder aussi derrière. Parce que je crois que. Voilà. Donc, bonjour. Et devant, après, on va. Excusez-moi. Bonjour. Donc, bonjour, je m'appelle Sally, j'ai 20 ans et je suis en école de design, je suis de Paris. Sally, tu viens d'où? De Paris, Paris 6. Et d'origine? Guinéenne. Ah, Guinée! Est-ce qu'il y a la Guinée ce soir? Il y a 3 Guinées, hein. Il y a plusieurs Guinées. Hello, Sally. Et du coup, j'aimerais savoir comment tu as réussi à trouver ta communauté sur Facebook. À qui tu t'es adressé? Est-ce que c'était tes amis ou tu es allé chercher autre part? Tu en as parlé à ton entourage, etc. Non, je me suis adressée à personne. Comme je dis, j'avais créé ma page qui s'appelait J'aime le pain de chez moi. Personne ne savait que c'était moi, donc mon entourage n'était pas dessus. C'est vraiment, ma communauté s'est construite parce que pendant 5 ou 6 ans, je alimentais tous les jours ce groupe, cette page, sans que personne ne sache que c'était moi en fait. Donc j'alimentais ça et c'est vraiment d'amoureux du pain qui étaient sur cette page. Donc du coup, quand j'ai ouvert ma marque, la base de données de clients était déjà là en fait. Donc c'est pas que j'ai créé ma marque et j'ai commencé à chercher des gens qui aiment le pain, des gens... Il y avait déjà la demande, il y avait déjà tous ces amoureux du pain, dont moi-même, et c'est des gens qui savaient que j'étais pas là juste parce que je veux vendre ma marque, qui savaient que j'aimais vraiment le truc et que je faisais la promotion de tous ceux qui faisaient des trucs en wax. Donc la clientèle était déjà là, la base de données était déjà là et ça m'a servi à 70 ou 80% à avoir la clientèle que j'ai aujourd'hui. Merci Sally. De ce côté, après on revient. Bonjour, je m'appelle Emmanuela Boni, je suis en ce moment étudiante et en stage en comptabilité à AXA. En fait, le micro un peu plus frais. Oui, donc je suis en ce moment étudiante et en stage en comptabilité à AXA et j'ai beaucoup de projets justement pour investir en Afrique et j'ai 3 questions à te poser. Déjà, tu as dit que tu avais commencé de base en Europe. Pourquoi tu n'as pas créé de boutique en Europe? Tu n'as pas essayé de te créer une clientèle en France, plus particulièrement, vu que tu étais en France, et tu as préféré ouvrir toutes tes boutiques en Afrique. Et la deuxième question, vu que j'ai l'impression que tu es un peu discrète aussi, et moi aussi, donc j'aime pas vraiment être connue, j'aime pas avoir beaucoup de personnes autour de moi. Donc je me demande, par rapport à ça, au niveau de justement la clientèle, le fait de... Parce qu'on me dit toujours que dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment se rapprocher de beaucoup de personnes, se créer beaucoup de contacts
parlé avec beaucoup de personnes. Hongrie fait un peu populaire avant de lancer une marque ou un projet. Et donc, comment arriver à gérer ça pour toi? Est-ce que c'est possible de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais en restant assez discrète sans vraiment être connue du public? Et la troisième question... Attends, vous êtes deux d'abord. La première, c'était quoi déjà? C'était pourquoi tu n'as pas ouvert de boutique en France? Ah, pourquoi? Parce qu'il y a trop de taxes à payer. Pour faire un magasin, c'est compliqué. Des autorisations à la mairie pour modifier. En Afrique, tu te lèves, tu as ton argent, tu ouvres ton magasin en fait. Et puis, à la base, je n'ai pas commencé ici parce que je ne pensais pas faire une boutique. Pour moi, c'était un pop-up shop de 2 mois. Donc, c'est où ça m'arrangeait que j'ai ouvert. Et c'est super facile d'ouvrir là-bas. Il n'y a pas autant de taxes. C'est plus facile d'ouvrir en Afrique. Donc, je me dis, je fais là-bas. Ici, par exemple, à moins que ça soit dans quelques années, je ne me vois pas ouvrir un magasin tout de suite ici. Ça sera en ligne, vraiment. Et la deuxième question, c'était... Par rapport à la discrétion. Bon, je vais vous donner un exemple. Tu peux réussir sans être connu. Il y a plein de gens qui ont des marques et tu ne sais pas qui est derrière. Bon, peut-être qu'il y en a qui savent, mais je pense que la plupart des gens ne savent pas qui est le créateur de Zara. Si tu le vois dans la rue, tu peux le reconnaître. Pourtant, il a des millions de vêtements, il a plusieurs marques, il n'a pas que Zara, il a plein d'autres marques. Donc, c'est pas forcément... Aujourd'hui, les gens veulent être célèbres sur les réseaux sociaux. Ils prennent ce prétexte en disant oui, il faut être connu pour ci, il faut que je sois mon propre mannequin. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais il y a des gens qui ne devraient pas être leur propre mannequin, par exemple. Que quand tu vois les vêtements sur eux, tu n'as pas envie d'acheter, juste de jeter à la poubelle, alors qu'ils mettraient sur un modèle que ce serait mieux. Donc, tout le monde, en tout cas, beaucoup de gens veulent être populaires, veulent être ça, mais c'est pas ça qui fait l'entrepreneur. Il y en a qui sont populaires sur les réseaux sociaux, tu vois, dans leur bannière, c'est marqué entrepreneur, mais ils brassent 0 francs. Tout ce qu'ils brassent, c'est des likes sur Internet, mais ils sont populaires, mais ils n'ont pas de rentrée d'argent, ils ne peuvent pas payer leur loyer. Et comme je disais à Sophie hier, moi, tous les métiers sont nobles, même un clochard. Si l'argent qu'il récolte à la fin du mois lui permet de payer un loyer, pour moi, métier clochard. Mais il y en a qui vont te mettre influenceur ou bien CEO de ci, ça, mais ils vivent chez leurs parents, ils ne peuvent même pas quitter chez eux pour prendre une maison avec les revenus qui se font, avec le travail dont ils sont CEO. Donc, voilà. Alright. Alors, avant de passer à la troisième, on va passer... Vous avez une question? Il y a une question devant? Juste ici. Donc, bonjour, je suis Rafa et je suis Marianne en fait, béninoise. Et Marianne béninoise, elle est petite. Et en fait, j'avais une question, je voulais simplement rebondir sur ce que tu disais par rapport au recrutement. Comment tu procèdes justement au recrutement des personnes en termes de compétences? Et si tu étais toutefois en fait intéressé par des plateformes qui pouvaient mettre des profils en fait qui recherchent du travail justement en mettant en avant leurs compétences, est-ce que voilà c'est quelque chose qui existe en Afrique ou pas du tout? Et sinon, qu'est-ce que tu attends en fait d'un site comme ça qui pourrait se mettre en place? Tu as un site comme ça. Ça arrive. Ah, tu vois? Non, moi je recherche tout le temps des compétences. Ça dépend du domaine. Si par exemple je cherche un comptable, je vais chercher un gars qui a le diplôme, tout ça. Mais par rapport aux relations clients, mes 2 meilleures vendeuses de toutes mes boutiques, les 2 ne savent ni lire ni écrire. Mais quand elles reçoivent un client, même Chanel, ils ne sont pas prêts. Donc c'est pas une question forcément de diplôme. J'ai des vendeuses qui ont des masters et tout ça, mais qui traitent mal les clients. Ou pas forcément traitent mal, mais elles n'ont pas de tact et tout ça. Donc après c'est une question je sais pas, c'est l'éducation de personnalité peut-être. Donc il y a certains domaines où je ne regarde pas les diplômes. En fait, tu n'as pas besoin d'avoir des diplômes pour t'occuper correctement d'un client. Et par contre, il y a certains, si je cherche un comptable ou mon avocat ou quoi, effectivement, il faut que ce soit ci. Et je cherche tout le temps des profils. Et comme je dis, tout le temps, si je trouve des gens compétents et de confiance, si je peux rester, ne plus voyager, m'asseoir à Abidjan et à Sydney tous les week-ends et que j'ai des gens compétents qui travaillent pour moi et que j'ai plus à voyager, je serais vraiment... Donc si tu es contente, donc si tu as ta plateforme et que tu as des gens compétents, il faut balancer les infos. Nous tous, on en a besoin, je pense. Donc voilà. Et juste pour rajouter, en fait, je pense que, comme disait Maureen, les diplômes, c'est une chose, mais c'est pas tout. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement ouvert. Si on remarque, Google, Apple embauchent aujourd'hui donc des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme en ingénierie informatique ou des choses comme ça, simplement parce qu'ils ont des dons dans le coding, ils captent plus vite, plus rapidement, et il y a des personnes qui peuvent être formées sur le tas aussi. Donc je pense que
pour créer une plateforme comme ça où tu peux te différencier, parce que ça existe déjà, ça existe énormément à travers l'Afrique, que ce soit en Afrique francophone ou anglophone, et tous les jours il y a des plateformes comme ça qui se créent où tu peux te différencier, c'est justement à ce niveau-là, au niveau de tester les compétences, mais sur le pratique en fait, le pratico-pratique, pas seulement en théorie, pas seulement grâce au diplôme. Parce que je pense que c'est ça qui va faire la différence. Il y a des gens qui ont des diplômes, mais quand tu les mets sur le terrain, ils n'arrivent pas à gérer, quoi. Donc, next question. Alors on va... S'il vous plaît, je ferme mes yeux parce que moi je vois tout le monde et après si on ne prend pas les questions là ça va être sur moi. On va aller au fond de ce côté, voilà. C'est ça, Christina. Ah. Bonjour, moi je m'appelle Mademoiselle Kanté. Oh, ça va très bien, Mademoiselle Kanté. Je m'appelle Mademoiselle Kanté Sira. Le micro un peu plus près. Je suis Mademoiselle Kanté Sira. Hello. Je viens tout juste de commencer, on va dire, ma marque. C'est Kira sur Instagram, Kira Maini. Comment ça s'appelle? K-I-I-R-A. Ok. Maini, M-A-Y-N-I. Ok. Et j'ai connu Nana Wax il y a quelques mois de ça. Et avant, j'avais pas du tout le courage de me lancer. Mais depuis que je l'ai connue sur Instagram, ça m'a beaucoup encouragée. Je me suis lancée il y a, on va dire, 6 mois. Et en fait, j'aimerais savoir, à son avis, quel est le budget avec lequel on peut commencer pour avoir, on va dire, une mini-collection. Voilà. Et je la félicite pour son parcours. En tout cas, j'aime beaucoup comment tu parles. Tu sais très bien. Moi, par exemple, je ne fais pas de collection, même jusqu'aujourd'hui. Et quand j'ai commencé, je n'ai pas commencé à faire des collections. Comme je l'ai dit, la première vente, j'ai fait 10 robes, je suis venue. Je ne sais même pas ce qu'on appelle collection. Qu'est-ce que ça intègre vraiment une collection? Tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Il ne faut pas forcément vouloir faire une collection. Nous, les Africains, hein, en Afrique, là, il n'y a pas été, hiver, tout ça, là. Donc, il n'y a pas de collection. Tu fais, si tu as 10 euros et que tes 10 euros peuvent faire une tenue, tu fais, tu vends, tu auras 20 euros. Tu feras 2 tenues, tu feras 3, et après, tu en feras 1000, et après, tu feras tes collections. Ne cherche pas forcément à formater comme les Européens font forcément collection, sortie saisonnière. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu sors ce que tu peux quand tu peux et tu vas évoluer comme ça. Moi, je n'ai pas cherché à rentrer dans des cases, à faire des choses forcément carrées, sortir à temps, sortir tel nombre de pièces. Non, je sors jusqu'aujourd'hui, je fais mes choses au feeling. Si j'ai l'idée aujourd'hui, je fais. Si j'ai pas d'idée demain, je ne fais pas. Si demain j'ai 10 idées, je fais les 10. Donc, tu fais avec le budget que tu as. Ne te dis pas non, j'attends d'avoir 500 euros, j'attends d'avoir 10 000 euros et faire la collection. Parce que c'est joli, nous les Africains, on s'en fout de collection. C'est joli, on achète. On n'attend pas qu'il y ait les saisons, que tu aies 52 modèles différents. Donc tu fais avec ce que tu as. Voilà. Et je peux confirmer parce que quand j'étais à Cotonou, il y a une tenue là. Oh là 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 là. C'est un pantalon avec une chemise et puis un trench. Mais quand je vais sortir ça, moi comme je suis ici, je suis obligée de sortir ça dans la saison. Mais j'achète ça là-bas à Cotonou. Donc c'est vraiment, et je pense qu'il y a des personnes qui achètent le trench, pourtant il fait super chaud, mais qui le portent parce qu'ils aiment, c'est tout. Donc je pense que nous, les Africains, et j'en parle parce qu'avec Shina Donia, justement, je ne sais pas si vous connaissez Shina, on a eu cette discussion quand on était à Cotonou par rapport à la mode africaine, c'est qu'on ne peut pas se calquer sur les modèles européens ou occidentaux parce qu'on n'est pas forcément, on n'est pas le même type de clientèle. Et quand on habite ici ou quand on habite en plus sur le territoire, c'est encore autre chose. Donc il faut vraiment étudier son marché et puis voir un peu ce que les gens ils aiment. Et comme dit Maureen, il y a des modèles, il y a des tissus, il y a des motifs qu'elle utilise depuis le début, qu'elle continue à utiliser aujourd'hui, alors que si on va chez Zara, les choses sont faites vraiment par saison. Tu peux revenir 3 mois plus tard, il n'y a plus rien, il y a autre chose. Donc voilà, on est un peu différent. Par exemple, il y a des sacs avec du bogolan. Ici, le bogolan, c'est un paille tissé ancestral qui aujourd'hui est toujours à la mode chez nous, les Africains. Donc on continue à l'acheter. Donc je pense qu'on n'est pas pareil que le marché occidental. Donc on n'a pas les mêmes besoins. Donc voilà, je pense qu'étudier aussi son marché, c'est important. Thank you. Alors, on va aller... Après, alors, regarde, Krishna, il y a une main qui était là, on va aller là, et après on va aller au fond, la demoiselle en rose, avant de revenir à... Voilà, voilà. Donc, d'abord la première. Tu peux lever la main encore? Parce que tu vois, voilà, ok. Il est quelle heure? Il reste combien de temps? Ah, on a
30 minutes encore. Alors bonsoir à toutes. Hello. Donc, bonsoir Maureen, bonsoir Sophie. Moi je m'appelle Rose et j'ai créé la marque Esaris. Donc une marque que j'ai commencé à Paris. Et en fait je vais bientôt ouvrir ma boutique à Douala. Non, vraiment, s'il vous plaît, disclaimer. On n'a pas fait exprès. On n'a vraiment pas fait exprès. Et donc en fait déjà... C'est une marque de quoi? En fait, j'ai créé des less-wigs et en fait, je suis dans un projet de concept store. Et donc... Ça se voit, hein? Fais comme ça. Alright, guys, vous avez vu ça? Lace-wig, yes! Et donc, en gros, alors déjà, merci pour l'énergie et la force vraiment que tu nous donnes parce que je sais que la bataille, elle est longue et là, je vais commencer vraiment un vrai combat parce qu'en Afrique, voilà, tout ce que tu as énuméré là, j'en suis consciente et le fait que tu en parles, ça fait du bien et de voir que ça ne t'a pas arrêté, c'est encore plus merveilleux. Donc du coup, je voulais savoir, par rapport à ton implantation de vie que tu as choisi en Afrique, qu'est-ce qui t'a donné justement, sur quels outils, enfin pas outils, mais comment voilà la base, critères que tu as choisi par exemple pour choisir Brazzaville et pas Kinshasa, Lomé ou une autre ville, Nairobi ou une autre ville, parce que dans chaque pays, il y a toujours deux grandes villes. Par exemple, à Douala, au Cameroun, il y a Douala et Yaoundé. Qu'est-ce qui t'a fait choisir telle ville dans ce pays-là et pas un autre? Alors, je choisis en fonction de la facilité à faire arriver le produit là-bas en fait. Oh, okay. Kinshasa, par exemple, je suis allée à Brazzaville. Brazzaville, par exemple, je n'ai pas besoin de visa pour aller à Brazzaville. Kinshasa, j'ai dû payer $250. J'ai dit, c'est pas la peine. Si à chaque fois, je dois payer $250 pour aller là-bas, si pour la douane, c'est compliqué, faire transiter, c'est compliqué, je vais pas aller me mettre dans des trucs que je ne peux pas gérer ou des boutiques que je ne pourrais pas approvisionner. Donc, je vais où je peux, quand je peux. Donc, voilà, vous allez voir à Abidjan, il y a 2 magasins parce que c'est facile d'ouvrir, parce qu'on vend bien, parce que pour envoyer les produits de Cotonou sur Abidjan, il faut juste un camion. On envoie 2-3 camions par mois, par semaine. Donc, où c'est plus facile d'accès, je vais pas aller me dire, oui, je veux forcément aller à Johannesburg, alors que la douane là-bas, ils te demandent des papiers, tu n'es même pas prêt en fait. Des certificats d'origine, le PAN, ils vont te dire, ils vont faire des tests, voir quel produit, l'encre, quel utilise. Non, c'est compliqué. Donc, il y a des coins pour l'instant où je ne peux pas. Moi, est-ce que je sois une grande multinationale comme les H&M et tout ça, qui ont des réseaux et tout ça, mais pour l'instant, je vais où c'est le plus facile de s'établir pour l'instant et où il y a de la clientèle. Ok, mais pour ta clientèle, pour être sûr de vendre Nana Wax dans telle ville, toi, est-ce que tu as fait un sondage? Est-ce qu'il y avait de la demande, c'était naturel par rapport aux clients qui venaient déjà dans tes anciennes boutiques? Tu t'es dit, oh là, ok, d'accord, j'ai pas mal de femmes qui viennent de Brazzaville, donc je vais à Brazzaville, tu dis simplement comme ça, c'est bien naturellement? Oui, c'est simplement comme ça. J'ai tel client, donc je vais. Et ce que je veux rajouter aussi, pour n'importe quel produit que vous fassiez, que ce soit lace, que ce soit cosmétique, vêtements et tout ça, tu peux être dans le fin fond du quartier le plus pourri. Si tu fais un bon produit, les gens ils vont se déplacer pour venir acheter. Donc, c'est pas forcément avoir pignon sur rue ou si qui fait que tu auras des clients. Tu peux être là et puis tu n'auras personne. Et moi, des fois, je vais chez des coiffeuses qui habitent loin. Je vais chez un tailleur qui est super loin, dans un bloc quelque part où ta voiture ne peut même pas arriver. Mais parce qu'il est bon, tu y vas. Donc, tant que tu fais un produit qualitatif, peu importe où tu seras, les gens viendront acheter. Donc, il ne faut pas que ça t'arrête, en fait, la localisation de où tu vas être. Concentre-toi sur ton packaging, sur ton produit, sur ton service et tout ira bien. Ok, merci beaucoup. Thank you. J'ai vu que tu n'étais pas au Cameroun, donc j'aurais quelque chose à te proposer après. Ah, c'est ça même. C'est ça même. Alors, la demoiselle en rose, au fond. La dame. Je ne dis plus demoiselle, mais c'est bon. Madame, vous êtes madame ou mademoiselle? All right. Elle est disponible, les gars. Bonjour à tous. Félicitations, Sophie. Nana Wax aussi. Toutes mes félicitations, mes encouragements. Merci. Vous êtes une personne qui inspire. Je ne peux pas comprendre pourquoi vous ne voulez pas assister au talk. Vous dites toujours que oui, je n'ai pas envie d'assister au talk, mais il faudrait savoir une chose, vous êtes une personne qui inspire la communauté africaine. Je pense que vous n'avez même plus le droit de rester chez vous, de rester dans votre coin et ne pas partager votre histoire, ne pas partager votre modèle de réussite.
Et je félicite Sophie qui a pu décrocher ça. Franchement, je ne sais pas. Merci. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Donc, je m'appelle Khadija Ndiaye, je suis sénégalaise. Et magnifique. Tu le sais, hein? Du coup, moi et une amie, on a fondé une agence d'événementiel, Black Ego Events. Donc, ça promeut tout ce qui est culture africaine, des événements qui touchent à l'Afrique et tout, pour faire la promotion de l'Afrique. J'ai une question pour Nanawax. Est-ce que Nanawax a une entreprise structurée? Je m'explique, c'est-à-dire, je t'entends parler de douane, transit et tout. Est-ce que Nanawax a un comptable, un transitaire, un DAF, directeur administratif et financier, ou c'est Nanawax qui gère tout avec sa maman? Merci. Alors, je ne gère pas tout avec ma maman, mais j'ai pas forcément... Là, j'ai pas de DAF, par exemple, mais j'ai des transitaires dans chaque pays. J'ai des comptables dans les magasins, j'ai des gens qui s'occupent de la paperasse et tout ça, mais par exemple, j'ai pas de DAF. C'est pas structuré comme les grosses boîtes et tout ça, où il y a directeur photographie, directeur ci, ça, non. Mais pour tous, en tout cas, tout ce qui est administratif est carré pour pas avoir de problème avec la fiscalité et tout. Mais sinon, après, c'est vraiment ma mère et moi qui faisons tout le reste. Niveau création, production, s'occuper des magasins, service client, tout ça, là, c'est vraiment elle et moi qui faisons tout. Mais côté administratif, on a vraiment une équipe, même dans le juridique et tout ça, on a des gens. Et pourquoi je ne fais pas beaucoup de talk? Parce que justement, j'ai tellement de boulot à faire, j'arrive pas à avoir ma propre vie. Si je dois m'occuper du conjoint, peut-être que je n'ai pas, je sais pas. Mais si je dois faire tout ça, je ne peux pas aussi passer aussi tout mon temps à faire des talks et tout ça. Donc là, c'est vraiment, j'ai trouvé, même ça a été reporté parce que j'ai été malade il y a 2-3 semaines. Donc on devait faire le talk le 20 avril, on l'a reporté à maintenant. J'ai dû décaler plein de voyages, plein de trucs. Déjà, mon temps est déjà chargé. Donc si je dois mettre des talks et y aller tout le temps, à quel moment je travaille, je gagne l'argent, je me repose, tout ça. Donc c'est pas forcément... En fait, comme je dis, tous les événements où je vais, même si c'est pas forcément des talks où on m'invite, il faut que ça m'apporte quelque chose ou que ça apporte quelque chose aux gens. Si c'est juste pour aller se montrer ou aller raconter des blabla qui sont entendus, vus et revus, enfin, c'est pas la peine. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait le talk. Si par exemple, on l'enregistre et que je le mets en ligne, que certains veulent avoir des informations qui sont dedans, je vais leur dire, allez regarder sur YouTube, allez regarder sur Google. Si tu veux savoir comment j'ai commencé, tu peux regarder, tu vas trouver, mais je ne vais pas passer mon temps à aller tous les mois faire des talks. Il y en a, c'est leur travail. Ils disent qu'ils sont entrepreneurs, mais leur entreprise, c'est faire des talks en fait. Et ils ont zéro travail derrière, zéro revenu. Ils vont des talks de réussite en réussite, mais en fait, ils n'ont aucune entreprise qui tourne derrière. Et je dis tout le temps, des gens qui passent leur temps à faire des talks, c'est des gens qui n'ont pas de travail en fait. Parce que si tu as vraiment une entreprise à gérer, tu vois, Mark Zuckerberg, là, il fait des talks tous les mois, il peut pas, il a des trucs à gérer, il ne peut pas se permettre de faire. Ça peut arriver que tu en fasses. Ou alors, si ton entreprise est tellement structurée que tu n'as plus besoin de travailler, tu fais ça. Mais moi, pour l'instant, je ne peux vraiment pas. Thank you very much. Alors, bonjour à tous, moi c'est Laurel, je suis béninoise. Oui, voilà. Et je suis assistante trader. Et là aussi, je viens de me lancer dans l'événementiel, plus particulièrement la décoration. Moi, j'ai une seule question. On a fait une annonce. Oui. Je n'ai pas répondu à l'annonce. Oh, si, je t'ai envoyé un Insta. Trop tard. Ou moi m'avait envoyé en premier. C'est pas grave. Alors, j'ai une question pour Maureen. En un mot, c'est quoi la clé de la réussite pour toi? En un mot, La persévérance. Merci. All right. Est-ce qu'on a une autre question? Okay. Après, on va aller de ce côté, ici, juste devant. Et après, j'ai vu notre main qui s'est levée. Voilà, là. Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Camille. Je suis béninoise aussi. Le Bénin est représenté, c'est ça, hein? Étudiante en marketing digital et je suis en stage actuellement. Alors, Maureen, félicitations, vraiment. Tu as un parcours incroyable et moi, je veux être plus que toi. Amen. Tu es très, très inspirante et tu es très, très déterminée. Moi, j'ai une question particulière pour toi. Rapproche le micro. Tout à l'heure, tu as dit que tu veux vraiment étendre ta marque. Le Nigeria, c'est la première puissance économique de l'Afrique en ce moment.
Est-ce que demain tu te vois par exemple ouvrir une boutique au Nigeria? Parce que l'Afrique, on est tous unis, mais la vérité c'est que les anglophones sont beaucoup plus carrés dans la tête et que quand on va au Nigeria, c'est un autre monde. C'est vraiment une autre manière de penser. Et nous, les Ouest-Africains, on est vus comme des fêtards, des bons à rien. Et toi, tu fais vraiment la différence en fait. Est-ce que plus tard, tu voudrais ouvrir une boutique là-bas pour leur montrer que oui, voilà quoi, nous aussi, derrière, on est tous des bosseurs et que voilà quoi, il y a des gens en Afrique de l'Ouest qui rivalisent et voilà quoi, et qui font le poids. Alors, je veux ouvrir une boutique là-bas, c'est prévu, mais c'est pas pour leur montrer, c'est pour prendre l'argent. Merci. Donc, c'est prévu, mais il y a certains pays, comme le Nigeria, si tu n'es pas prêt, c'est pas la peine d'aller faire de l'amateurisme là-bas. Il faut être prêt, il faut être carré, faut être prêt en fait. Si tu n'es pas prêt, tu peux avoir le meilleur produit du monde, tu vas te casser la gueule et puis tu vas rentrer chez toi. Et donc, moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas pressée. Hein. On a dit, la réussite, c'est une course de fond, hein. C'est pas un sprint. Donc, j'attends d'être carré. J'attends certaines choses qui soient vraiment plus professionnelles, qui soient mieux faites avant d'aller me mettre dans un championnat comme ça. Parce que là-bas, c'est un haut niveau. Vous n'êtes même pas prêt en fait. C'est un haut niveau. Tu ne te lèves pas pour aller au Nigeria comme ça. Donc, moi, j'ai prévu d'aller dans les pays anglophones. Je veux faire Ghana, je veux faire Nigeria. Mais avant d'aller au Nigeria, je veux aller d'abord au Ghana. Parce que là, c'est encore plus soft. Tu vas, si là-bas c'est bon, tu tombes au Nigeria. Mais tu n'arrives pas au Nigeria comme ça. Croyez-moi, elle peut vous dire. Tu n'arrives pas au Nigeria comme ça. Donc, croyez-moi, j'ai beaucoup plus d'ambition que ce qui est là, mais il faut faire les choses pas à pas, il ne faut pas se précipiter en fait. Donc voilà, j'espère que tu vas me dépasser, qu'un jour tu seras dans les talks, moi aussi je vais m'asseoir. Juste pour rajouter par rapport au Nigeria, je pense qu'il y a des personnes ici, dont notamment Marie-Christine et puis Eugène, qui connaissent bien le Nigeria. Marie-Christine qui a un magasin au Nigeria. Non, effectivement, c'est vraiment une terre qui est propice à l'entrepreneuriat et tout ça. Mais comme a dit Maureen, on ne se lève pas pour aller au Nigeria comme ça. C'est un marché qui est extrêmement compétitif, mais extrêmement. C'est des personnes qui sont très carrées, qui sont très exigeantes, qui sont très professionnelles, qui font des choses de très très bonne qualité. Donc quand tu te lèves pour pouvoir faire la concurrence là-bas, c'est pas juste tes modèles, il n'y a pas seulement tes modèles qui doivent être bons, c'est un tout. C'est vraiment un tout de A à Z. Mais il ne faut pas croire, le Nigeria reste en Afrique et les mêmes difficultés qu'on rencontre au Cameroun, qu'on rencontre au Bénin, qu'on rencontre au Sénégal, donc tous ces pays francophones, africains, on rencontre les mêmes problèmes et des fois même pire au Nigeria parce que le Nigeria, comme on dit, Nigerian got sense, il got much sense. Donc en fait, il réfléchit encore plus vite. C'est-à-dire que quand si tu as 10 longueurs d'avance au Cameroun ou au Sénégal, au Nigeria, tu dois avoir 25 ou 30. Parce que le Nigérian, même lambda qui est whatever, il est trop sharp, il est trop rapide, you know. Donc c'est les mêmes problèmes, mais maintenant il faut faire encore plus de travail pour pouvoir s'implanter dans un pays comme le Nigeria. Vous pouvez témoigner, non, Marie-Christine et puis vous avez vu, vous avez... Yeah. On a une autre question. Bonjour, bonjour à toutes. Je m'appelle Leïla, je travaille en communication événementielle et je suis camerounaise. Pas exprès. Et en fait, déjà, premièrement, je voulais te féliciter, encore une fois, également Sophie, parce que moi j'ai découvert Nanawax depuis quelques années, mais ça fait pas très longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux, et tu es vraiment une personne hyper inspirante, vraiment. Tu donnes envie de se lever le matin et de tout déchirer dans la journée, et je tenais à te remercier pour ça. Alors ma question, c'est... quand, par exemple, tu as une idée, tout à l'heure tu disais que voilà, tu as une idée, tu fonces, et puis voilà. Est-ce que tu es du genre à réfléchir? Donc, par exemple, tu aurais une idée pour Nanawax, ou pour un business autre dans l'immobilier. Est-ce que tu vas te poser 1000 questions? Parce que moi, je sais que, par exemple, j'ai beaucoup d'idées, mais je fais partie de ces gens qui ne se lancent pas parce que je réfléchis trop. Donc, quand je réfléchis trop, je fais la liste des pour, et il y a aussi la liste des moins pour. Et du coup, je me décourage. Alors, est-ce que c'est... Bon, c'est pas ton cas, je pense, mais est-ce que tu aurais des conseils ou des choses, voilà, des exemples, par exemple, toi, comment toi tu fonctionnes quand tu as une idée, à partir du moment où tu as une idée, par quoi tu commences? Voilà. Moi aussi, je fais la liste des pour et des contre avant n'importe quel projet, même que ce soit même pour préparer un repas. Tu te dis, je vais faire du poisson pour ou contre, parce que tel aime les arêtes, d'autres n'aiment pas, d'autres veulent... En fait, il y a toujours des pour et contre.
Maintenant, tu fais la liste des pour et contre. Si c'est égal, le pour et le contre, regarde dans le contre, est-ce que tu peux arranger ça pour que ça devienne un pour? Si tu peux fixer ça, mais lance-toi dans le projet, ne te dis pas juste, ah, il y a telle difficulté, donc je ne fais pas. Tu vois si tu peux solutionner cette difficulté. Si tu peux la solutionner, vas-y. Mais tu ne peux pas avoir 90 contre et 10 pour et dire que tu vas te lancer, non. Soit il y a une majorité de pour, tu te lances, soit c'est égal et tu essaies de solutionner le contre en pour et tu te lances dans ton projet. Mais c'est dire que je ne réfléchis pas avant de faire les choses. Je réfléchis beaucoup, c'est juste que